Bien, bonjour, merci d'être là, malgré la canicule, pour cette conférence de l'atelier d'histoire critique. Aujourd'hui, nous recevons Stanislas Frankel pour la présentation de son ouvrage « Le football des immigrés France-Algérie, l'histoire en partage », qui est en fait un remaniement approfondi de ta thèse de doctorat sur la question de l'immigration algérienne dans le championnat de France de football. Donc ça, c'est ton objet de travail, un objet que tu entames à partir des années 1930. Alors, je me suis appuyé sur l'introduction de l'ouvrage, qui est rédigé, la préface même de l'ouvrage, qui est rédigée par Paul Dietschy pour présenter ton travail, et qui commence par dire que quand on parle de footballeurs algériens en France, la figure un peu tutélaire, c'est Zinedine Zidane, qu'on peut facilement baptiser le plus grand footballeur français jusqu'à nos jours, et qui est lui-même issu d'une famille kabyle installée à Marseille. Mais ce que dit immédiatement la personne qui t'a préfacé, c'est que cette trajectoire éclatante, elle en recouvre une multitude d'autres. Alors, il y a un gros travail sur les sources dans ton ouvrage. Tu es allé dépouiller des fonds d'archives de la FIFA à Zurich. Tu t'es basé sur les archives de presse et tu as mené des enquêtes orales en France comme en Algérie. Et j'ai remarqué que tu reprenais un petit peu une chronologie à la Abdelmalek Sayad sur les différents âges de l'immigration algérienne en France. Et en fait, tu distingues en effet trois temps. Tu distingues déjà le temps du contexte de l'Algérie coloniale, où des footballeurs algériens choisis par les clubs français deviennent des travailleurs en métropole, sont déplacés, c'est de l'immigration choisie un peu. Tu te dis que les témoignages que tu recueilles sur cette période suggèrent que le football a permis à cette époque à de nombreux joueurs algériens de quitter l'habit du colonisé. Peut-être que déjà tu peux dire un mot là-dessus, sur cette période. Tu dis que les joueurs algériens, avant l'indépendance de l'Algérie, qui ont la chance, ou qui ont eu la chance, je ne sais pas, mais qui arrivent dans le championnat de France, revêtent plus facilement les habits du joueur citoyen, qui sont plutôt choyés par les supporters européens et qui du coup échappent en effet à la condition du colonisé en Algérie. C'est le premier temps. Après, juste pour annoncer la suite, il y a un temps sur l'épisode de la guerre d'Algérie, avec l'épisode assez connu de la fondation de l'équipe du FLN entre 58 et 62, et ensuite un temps sur les footballeurs français à partir des années 60-70. Mais comme j'ai cru comprendre que tu préférais qu'on le fasse en mode interactif, déjà, une première question sur cette première période, sur la période de l'entre-deux-guerres, des footballeurs algériens dans le championnat de France dans l'entre-deux-guerres. Merci déjà pour l'invitation de l'atelier d'histoire critique. Alors, en fait, pour tenter de répondre à cette question, il faut se replonger dans le contexte colonial qui a déjà été super bien étudié par de grands historiens. Je pense notamment à Benjamin Stora, mais pas que. Bon, on sait qu'il y a un ordre socio-racial qui est très marqué dans l'Algérie coloniale, malgré une ouverture une ouverture relative après la Seconde Guerre mondiale. Et il y a des conditions de vie qui sont très très compliquées pour tous ces futurs footballeurs professionnels, donc qui vivent dans des familles pauvres, musulmanes, une dizaine d'enfants dans une pièce ou deux, parents, papa docker, papa rarement fonctionnaire. Illettrés, plutôt des familles où l'enseignement d'ailleurs de la religion est assez traditionnel, familles très peu acculturées entre guillemets au sport ou très peu habituées à la pratique sportive, qui ne savent pas parler français. Donc voilà un petit peu le cadrage. Il y a quelques chiffres que je redonne dans mon bouquin sur le taux d'alphabétisation, le taux de scolarisation. En 1955, c'est 15% des enfants au niveau primaire qui sont scolarisés. Donc en fait, on a ces joueurs qui découvrent le football et qui vont tous, et ça c'est déjà un point commun, c'est que ils vont tous passer par des clubs. C'est-à-dire que le footballeur professionnel autodidacte n'existe pas. En Algérie, dans les années 50, il y avait un million de personnes. Et en fait, il y avait un mouvement footballistique local qui était déjà très développé. Donc lié déjà à la forte présence du colonna, lié aussi à une proximité géographique avec la métropole, lié à l'ancienneté de la colonisation, sa durée. Et en fait, on a schématiquement deux types de clubs. On a les clubs européens d'Algérie qui sont
des clubs plutôt aisés, riches. Le plus connu d'entre eux, c'est le Racing Universitaire Alger, dans lequel a évolué Albert Camus, par exemple. Donc c'était le club c'était le club des étudiants en fait. Pour vous donner un exemple de cette ségrégation qu'on peut voir aussi, même ségrégation symbolique et spatiale, au Racing Universitaire Alger, on faisait pas que du foot, et il y avait une piscine en fait qui était dans le port d'Alger en fait. Donc évidemment n'importe qui ne pouvait pas y accéder. Il y avait un club, il y avait une petite piscine, etc. Au milieu du port. Donc ces riches clubs européens d'Algérie qui gagnent les championnats, qui ont des subventions, qui sont reconnus par les autorités locales. Et puis de l'autre, on a les clubs musulmans qui n'ont pas de subvention, qui sont fréquentés par les Arabes, et qui, eux, très vite, et ça a été un politologue algérien qui s'appelle Youssef Fates, qui très vite, et il a bien montré, deviennent des lieux de construction du nationalisme algérien. Donc très vite, dès les années 30, même dès les années 20, dans certains clubs comme le Mouloudia Club Alger, 1921, eh bien, ces clubs vont servir de support identitaire. On va commencer à apprendre des chants arabes, des cours d'histoire, des cours de religion. Mais attention, il n'y avait pas que ces clubs, il y avait aussi le mouvement scout algérien. Les scouts algériens, en fait, les scouts musulmans algériens. Et donc, bon, ces joueurs passent soit par les clubs européens, soit par les clubs musulmans, sachant que ces joueurs en question qui vont devenir pros, presque la moitié d'entre eux vont aussi passer par ces clubs européens d'Algérie. Donc ça montre aussi qu'il y a des mélanges. Et d'un point de vue local, ça a été pour eux déjà en interne, en Algérie, ça a été un moyen d'ascension sociale. Parce qu'en intégrant ces riches clubs européens d'Algérie, ils vont souvent déménager, ils vont souvent accéder à un métier, ils vont souvent avoir de nouveaux vêtements, avoir un petit salaire, ou alors on va les indiquer vers un armateur, c'est des exemples de petits boulots. Et en fait, une fois qu'on a dit qu'il y avait ces deux types de clubs, on peut rajouter qu'il y a des filières en fait, migratoires évidemment, qui existent dès les années 30, puisque le premier footballeur professionnel algérien qui joue en France, c'est en 1932, c'est Ali Benouna. Ce sera le premier aussi à jouer en équipe de France. Il jouera à 7 dans le club de 7, mais il jouera aussi en équipe de France. Et donc ces filières, elles peuvent être amicales, économiques, militaires. Et donc en fait, elles sont déjà très développées. Avant la guerre d'Algérie, elles sont notamment implantées vers les clubs du Sud, les clubs méridionaux. 7, Marseille, voilà, c'est le football quasiment local en fait. Et on a par exemple le papa de Jean-Pierre Elkabbach, qui était un riche négociant, et qui était implanté dans un grand club, je sais plus, oranais ou algérois, je sais plus. Et lui, il a fait venir des joueurs algériens de clubs algériens, bien sûr, vers la métropole, mais pas forcément des Arabes. Et il prenait aussi des grands joueurs européens. Il y a Aznar, Zatelli, etc., qui ont joué à l'Olympique de Marseille. Donc il y a des filières. Et il y a des conditions de vie, tu en parlais Nicolas, il y a des conditions de vie qui se transforment en arrivant en métropole, où d'un seul coup, ils vivent une ascension sociale qui était complètement improbable. Déjà, ils gagnent mieux leur vie, ils gagnent le foot, ils vivent avec le foot, ils sont professionnels. Même si à l'époque, c'est plutôt le cyclisme, le sport le plus populaire en France, non ? Cyclisme et boxe, qui sont alors les deux grands clubs, les deux grands sports professionnels, en France, jusque dans les années 40, ce qui incarnait la nation, c'était pas c'était pas l'équipe de France de foot, c'était tout ce qui se passait autour du Tour de France, autour des grands boxeurs. Vous pouvez parler, il y a Georges Carpentier qui est né, je sais pas si vous connaissez Georges Carpentier, à Liévin, qui est né à Liévin, le fils de mineur, qui a une carrière exceptionnelle, qui était une vedette du show business, qui était un milliardaire avant la Première Guerre mondiale. Donc voilà, ça c'était les héros nationaux de l'époque. Après, plus tard, il y aura Marcel Cerdan, né aussi sous le soleil de Sidi Bel Abbès, même si on l'appellera le bombardier marocain. Voyez, donc il y a un mouvement footballistique local en Algérie qui est très développé, mais aussi un mouvement sportif lié à la présence de nombreuses infrastructures. Et si je reviens sur leur arrivée se fait, d'après ce que j'ai pu recueillir comme information, plutôt dans des bonnes conditions. Ils me disent avoir été respectés, reconnus. En fait, ce qui est intéressant, c'est que la métropole devient une expérience émancipatrice par rapport à la situation
d'indigénats ou de Français musulmans qu'ils avaient connus. Hein. Et où certains, la moitié des joueurs de l'équipe du FLN vont rencontrer et vont se marier avec des femmes françaises. Donc ça montre toute l'ambiguïté aussi de cette migration. Hein. On peut être patriote et en même temps mener un combat non pas contre la France mais contre un système colonial. Ça a été une de mes grandes surprises quand j'ai interrogé la quasi-intégralité des survivants de l'équipe du FLN. Voilà, donc ils ont ce rapport à la métropole, cette acculturation aussi qui s'est faite, et cette, entre guillemets, cette arrivée ou cette intégration sportive qui s'est faite pour plein de raisons que j'expose dans le bouquin. C'est déjà la maîtrise de la langue française, parce que tous sont passés par l'école française. C'est le fait d'avoir joué dans des clubs de bon niveau en Algérie. C'est le fait aussi qu'est-ce que j'avais... L'armée aussi, parce qu'en fait, l'armée a un rôle très ambigu. C'est que pendant la guerre d'Algérie, pour les joueurs que j'ai étudiés, qu'ils aient participé ou non à l'équipe du FLN, en fait, quand ils vont dans l'armée, ils ont un régime dérogatoire. En fait, ils sont dans l'armée et leur grande hantise, c'est de repartir en Algérie, combattre sous le drapeau français contre des fois leurs cousins ou leurs frères, etc. Et quand ils arrivent en France, en fait, on leur dit, non, vous êtes sportif, d'accord, vous allez prendre cette équipe à Albi, vous allez gérer la caserne, en fait, vous allez faire du sport aux troupes, etc. Et en fait, ça leur a permis de progresser. Et puis, dans certaines petites casernes, style Albi, j'ai d'autres exemples dans mon livre, et ben souvent le directeur de la caserne, le général, etc., il connaissait le président du club local. Et on a des joueurs comme ça qui vont démarrer en seconde ou en seconde division, une petite carrière. Ça a démarré comme ça. Donc il y a il y a les filières sportives aussi qui sont très développées. Il y a cette proximité géographique. Tout cela peut expliquer leur et puis après le fait qu'ils arrivent et qu'il y ait déjà d'autres joueurs algériens, il y a un effet cumulatif qui fait que ils arrivent et qu'ils ils ont encore plus de chances d'être bien intégrés, d'avoir des réseaux sur place pour les réseaux sur place, des réseaux sportifs sur place et des réseaux ouvriers locaux, etc. Est-ce que, en ce qui concerne les clubs dans l'Algérie coloniale, est-ce que les clubs musulmans affrontent les clubs des pieds noirs? Bien sûr. Alors on ne les appelle pas encore les pieds noirs, mais on les appelle les clubs européens d'Algérie. Et en fait, il y a des derbys qui sont hyper chauds, mais en fait on ne s'en rend pas compte. Aujourd'hui, pour avoir la réponse, il faut se replonger dans les archives des renseignements généraux qui se trouvent au centre des archives d'outre-mer, à Aix, en Provence. Et ce sont des matchs qui sont sous haute surveillance. Et il y a des matchs qui sont de plus en plus tendus avec la guerre d'Algérie, quoi, en fait. Et il y a des voitures qui sont jetées dans les ports, il y a des blessés, il y a des émeutes. Et ce qui est intéressant, c'est que le FLN a compris, au-delà de l'équipe du FLN, dont on pourra peut-être reparler tout à l'heure, l'utilisation stratégique du football comme une arme. Et on sort de la finale de la Coupe de France 1950. Alors, excusez-moi si c'est 57, 58 ou 59. Ça se passe à Colombes, c'est la finale de la Coupe de France, il y a 50 000 personnes dans les tribunes. Et c'est Angers contre Nîmes ou Toulouse. Et au sortir du stade, le président de l'Assemblée algérienne est assassiné par un militant FLN. Et il y a un roman qui s'appelle Le vainqueur de la coupe de Rachid Boudjeras qui raconte en fait cette histoire. Et je le raconte dans mon bouquin. Donc il y a des bombes aussi, si on revient un petit peu sur l'Algérie coloniale, il y a des bombes qui explosent dans les stades. Donc ça c'est vraiment un outil de terreur, etc. Et donc le FLN donc ce sont des matchs qui sont chauds, pas tout le temps chauds, mais ce sont des matchs qui sont sous haute tension quand même et qui sont surveillés. Et en 1956, pourquoi est-ce qu'il y a une quinzaine de footballeurs algériens qui vont, moi j'ai regardé saison par saison, lors de la saison 56-57, il y en a 15 de plus qui arrivent. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un derby dans la ville de Bel Abbès entre le club européen d'Algérie qui est le club riche, fréquenté par des légionnaires, Bel Abbès, et en gros en finale de la Coupe d'Algérie ou de l'Oranie, je ne sais plus, la compétition oppose avec le club musulman de la ville. Et en fait, il y a un problème où la Ligue d'Oranie, qui joue évidemment pour les Européens d'Algérie, va qualifier un joueur alors qu'il n'aurait pas le droit de jouer, le capitaine de l'équipe européenne.
Et donc tout démarre en fait de là. Le FLN va demander aux joueurs, à tous les joueurs musulmans d'Algérie de se retirer du championnat, d'arrêter de jouer. Ce qui pose un problème, c'est ces joueurs-là qui jouaient dans des clubs européens ou des clubs musulmans, surtout dans les clubs européens, ils avaient des ressources, ils touchaient un peu d'argent. Et il y en a plein qui se retrouvent en se disant mais qu'est-ce que je vais faire? Je fais quoi moi maintenant? Là, on est avant la guerre. Là. On est en 56 là. On est en 56. Qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je vais nourrir ma famille, mes cousins, mes frères, mes 10 frères et sœurs, etc. Et souvent, puisqu'on parle d'une proximité aussi culturelle, la plupart de ces clubs algériens, européens d'Algérie, étaient entraînés par des Européens, par des Espagnols, par des Français qui venaient en Algérie, par des Argentins qui venaient en Algérie, un peu comme aujourd'hui, c'était un championnat pour se relancer, pour relancer sa carrière d'entraîneur. Et donc souvent il y avait des filières, et ils disaient viens, moi je vais reprendre Strasbourg, là j'ai des exemples, suis-moi à Strasbourg. Et c'est comme ça que des joueurs se sont retrouvés en métropole. Mais les tensions ont été telles, et j'en ai pas encore parlé, que le gouverneur général d'Algérie a mis en place des quotas. Dès 1928, on va dire qu'il ne peut pas y avoir de match entre une équipe musulmane et une équipe européenne d'Algérie s'il n'y a pas dans l'équipe, s'il n'y a pas un mélange. Alors j'ai les chiffres, au début c'est 50, il faut qu'il y ait 50% de joueurs musulmans dans l'équipe européenne, etc. Et en fait ça ne tient pas le coup, à un moment on passe à 3 joueurs. Et puis à un moment, c'est ce quota. La mixité des équipes comme moyen d'atténuer la tension. Exactement. Exactement. Et la revanche symbolique du colonisé sur le colon. Quoi. Tout à fait. Mais les joueurs européens, les joueurs musulmans que j'ai rencontrés, qui ont été dans des clubs européens d'Algérie, ont été bien accueillis, ont encore des amis, etc. Donc c'était, je l'ai dit tout à l'heure, accès à un logement, à un travail, etc. C'était déjà une expérience intéressante pour eux parce qu'ils avaient la carte du club, ils imaginaient, ils pouvaient accéder à de nouveaux espaces, ils pouvaient enfin fréquenter des femmes européennes, quelques-unes, en cachette. Puis après, quand ils arriveront en métropole, là, ça sera l'émancipation, ça sera les discriminations qui restent derrière. Rachid Mekloufi, je ne sais pas si vous connaissez, qui était le plus grand footballeur algérien, même africain. La couverture de la BD, un maillot pour l'Algérie. Un maillot pour l'Algérie, qui était international français, qui a joué, qui a gagné dans sa carrière avant 62 comme après 62, parce qu'il y revient. Avec Saint-Etienne, il a gagné 4 Coupes de France et 3 Championnats de France, enfin, vous voyez le palmarès. Le disait, quand je suis arrivé à Saint-Etienne en 54, il avait 18 ans, accueilli par Jean Snella, un très grand entraîneur français. Il dit, c'est la première fois qu'on m'appelait monsieur. Voilà, j'ai plein de joueurs qui m'ont dit ça, mais voilà. Ouais, alors du coup, un modèle d'émancipation ambigu, tu l'as dit, puisque purement individuel et qui coupe un peu aussi de ce qui se passe en Algérie, qui les coupe peut-être un peu aussi des combats révolutionnaires. Tu dirais que c'est un peu aussi ça, l'effet pervers de cette intégration Alors, je ne sais pas si c'est pervers. Ce qu'on peut dire, c'est que ce sont des jeunes hommes, qui démarrent à 17 ans, 18 ans, qu'ils arrivent en métropole en moyenne à 18-19 ans. Ce sont des gens qui, baignant dans le milieu sportif, ne sont pas des militants, sauf exception. Mais ils ne sont pas insensibles aux problèmes qui touchent leur famille, aux problèmes qui touchent leurs parents, leurs cousins. Eux-mêmes ont été témoins de certaines choses. Donc rares sont les joueurs qui étaient des militants. L'équipe du FLN, le fait de faire des tournées entre 1958 et 1962 dans une quinzaine de pays, gagner 57 matchs sur 83, notamment des pays socialistes, ça va leur ouvrir un peu ils vont aller jusqu'au Vietnam, ils vont aller en Chine, ils vont rencontrer Ho Chi Minh, ils vont aller en Yougoslavie. Et donc tout cela va leur ouvrir, quelque part une forme de conscience, va se créer une forme de conscience politique. Mais attention aussi, moi quand j'ai rencontré ces joueurs, donc tu parlais des sources, je te remercie, ça a été très compliqué d'avoir accès non pas aux sources orales, mais aux sources écrites, notamment à la Fédération algérienne de foot, notamment au ministère de la Jeunesse et des Sports. Tout ça a vraiment détonné par rapport à l'hospitalité, à l'accueil, sincère en fait des champions que j'ai rencontrés, toutes générations confondues, puisque le premier joueur que j'ai retrouvé avait joué au Havre en 1937. J'en fais le portrait à la fin du chapitre 1. Donc
On en vient du coup à cet épisode de l'équipe du FLN. Alors t'expliques que pendant la guerre d'Algérie, les footballeurs algériens, avant que l'équipe soit montée, ceux qui évoluent dans le championnat de France, sont déjà contraints pendant la période de la guerre de payer l'impôt révolutionnaire à la Fédération française du FLN. Et aussi que la défection de ces joueurs est en partie atténuée pour ceux qui peuvent prétendre à l'équipe de France de foot, puisqu'en 1958, tu rappelles que la France est 3e à la Coupe du Monde et que des joueurs comme Mustapha Zitouni pouvaient prétendre à un poste de titulaire chez les Bleus. Comment ça se passe pour ces joueurs qui ont à choisir à ce moment-là? Est-ce que c'est toujours simple Non, c'est jamais simple parce que en France, ils avaient acquis les armes et les codes de la réussite sociale. Tu me parles de Mustapha Zitouni. Quel Algérien dans les années 50 aurait fait sa vie avec une Miss, non pas une Miss France, mais la Miss Cannes 1953 ou voilà, Miss Chanel 1953. Donc ils avaient acquis une énorme ascension, enfin une ascension sociale. Le rêve de Coupe du Monde, pour lui, ça a été dur parce qu'il allait partir en Suède faire la Coupe du Monde 58. Il était devenu titulaire. Rachid Mekloufi également devait la faire, cette Coupe du Monde. Et il est très difficile de mesurer la part d'engagement volontaire et la part de contrainte. Parce que nous sommes en 1958, on sait que le FLN n'est pas tendre avec les traîtres et avec ceux que le FLN appelle les tièdes, les indécis. Et dans un documentaire de 2008, je crois, de Djemaï Shir, Mustapha Zitouni, que je n'ai pas pu rencontrer parce qu'il a fini sa vie avec Alzheimer, disait on pourrait m'abattre à la sortie du stade et m'abattre comme un chien. Donc il y a toujours cette menace, cette peur. On sait que voilà, ils avaient peur en fait. Donc certains ont payé l'impôt révolutionnaire, certains aussi ont refusé de partir et n'ont pas été embêtés. Certains même ont refusé, ont joué en équipe nationale algérienne après 62. Et ça a été... Alors, ce qu'il faut dire, c'est que dans cette équipe du FLN, il y a eu 4 vagues de départ. Entre 1958 et 1960, il y a 4 joueurs, en fait, 4 types de joueurs qui s'en vont, et il y a 4 moments, en fait, 4 moments forts. Ceux qui partent le premier moment, là que c'est la plus grande incertitude. Zitouni, Mekloufi, les meilleurs joueurs, avril 1958. Et ils partent avec leurs femmes françaises, qu'il ne faut pas oublier, des femmes qui avaient 20 ans, souvent avec un bébé, un enfant. Et eux ont pris un grand risque, alors non pas un risque militaire, mais un risque sportif, puisque leurs contrats se sont arrêtés. Ils ont été radiés de la FFF, en gros, la Fédération française de foot, puis réintégrés après 62. Donc ça a été un choix, quoi, un choix à faire. Et on peut aussi penser que certains ont eu une opportunité aussi très importante. C'est-à-dire que très peu titulaires, surtout ceux de la 3e et 4e vague de départ, très peu titulaires dans leur club, se dire je vais faire quelque chose de fort. Les accords, on sait on imagine comment ça va se finir. Il y a déjà des moments de négociation. On voit bien que il y a un enlisement. On sait qu'on va le faire pour la postérité. On va le faire pour la postérité, donc on va rejoindre cette équipe. Voilà. C'est vraiment. Il y a aussi des calculs. Faut pas être naïf. Des calculs. Qu'est-ce que je vais faire pour ma reconversion? Est-ce que ça serait intéressant que je sois très bien réputé dans un pays qui a de fortes chances d'être indépendant? Et donc tous ces joueurs après 62 ont eu des statuts de fonctionnaires 13e échelon, ont pris les clubs algériens, ont pris les équipes nationales, militaires, civils, juniors, universitaires, et donc ont occupé des positions, ont structuré le football algérien post-62. Alors justement, cette période des années 60-70, donc tu écris qu'après l'indépendance, les footballeurs algériens sont moins nombreux à quitter l'Algérie pour rejoindre le championnat de France. Et que si on regarde donc du côté de la France, parce qu'en Algérie justement le football est intégré à la problématique du développement de la construction de l'identité nationale, et que du coup on reste sur place pour développer cette identité algérienne à travers le ballon rond. Et qu'en France, les footballeurs d'origine algérienne, ce sont les générations de footballeurs enfants d'Algériens ou de Harkis
comme Omar Chanoun ou Mustapha Daleb, qui ont traversé la Méditerranée à la fin de la guerre. Donc est-ce que tu peux revenir sur cette période des années 60-70? Bah, c'est compliqué parce que de ce que moi j'ai pu lire, 62, même après l'indépendance, il y a une guerre intestine pour la possession du pouvoir. Voilà, il y a une guerre entre l'armée des frontières et le GPRA. Et c'est un moment d'instabilité. Il y a 1 million de pieds noirs qui sont partis avec leurs terres, enfin voilà, avec leurs outils, avec leurs connaissances. C'est un pays à reconstruire, c'est un pays qui est dangereux. Et paradoxalement, c'est ce qu'a bien montré, voilà, tout ce qu'ont bien montré tous les historiens, l'accélération de la migration va arriver après 62 en fait. Et l'Algérie va utiliser, comme beaucoup de pays africains ou de pays socialistes, le football comme une arme diplomatique. Les footballeurs deviennent une richesse. Vous connaissez peut-être les exemples avec Kinshasa au Zaïre, avec Mobutu. Les jeunes footballeurs sont assignés à résidence et n'ont pas le droit de quitter le championnat avant leurs 28 ans révolus. Ils n'ont pas le droit. Alors il y a des joueurs que j'ai interrogés qui ont tenté leur chance et qui ont été rapatriés manu militari par des agents secrets, en fait, par les services spéciaux au pays pour préparer des compétitions. Alors, l'étatisation du football, sauf pour les anciens joueurs de l'équipe du FLN qui, une vingtaine d'entre eux pour service rendu, vont pouvoir continuer leur carrière en Europe. Mais pour les jeunes joueurs, alors avec aussi un championnat qui a été déstabilisé pendant la guerre d'Algérie à cause de la guerre, je l'ai dit, qui a été ralenti, il y a eu des boycotts, etc. Alors, étatisation du football, utilisation du football, la règle des 28 ans, des joueurs qui essayent de partir, qui n'y arrivent pas. Il y en a il y a un chapitre dans mon livre qui s'appelle Les clandestins du football, qui arrivent quand même, certains qui partent dans les années 70. Voilà, je ne sais plus, donc au niveau, il y a un autre point à... et sur ceux qui sont en France, du coup, la génération des footballeurs enfants d'Algériens ou de Harki. Et voilà, il y a une génération en France qui émerge à partir des années 60-70. Tu as cité Mustapha Daleb. Et lui, c'est un fils d'ouvrier dans l'est de la France. Il va être formé à Sedan avant de faire une grande carrière, notamment au Paris Saint-Germain pendant 10 ans, d'en être le capitaine. Et on a une deuxième génération qui pousse. Donc eux, ce ne sont plus des joueurs qui ont grandi en Algérie, mais eux, ce sont des joueurs qui sont nés en Algérie, mais qui ont grandi en France, ceux que j'ai appelés les migrants familiaux. Deuxième génération qui pousse et qui, à la fin des années 70-80, vont être remplacés par la troisième génération. Ce sont les joueurs qui sont nés en France, ceux qu'on pourra appeler plus tard les binationaux. Voilà. Alors tu dis que dans les années 60-70, on a déjà des stades qui deviennent en France des lieux de l'expression du racisme et des rancœurs consécutives à la guerre d'indépendance. Est-ce que tu as des exemples à citer? Oui, il y a certains joueurs de l'équipe du FLN, notamment quand ils vont faire des matchs dans le sud de la France. Perpignan, Béziers, etc. Et Quimper, certains qui se font à Quimper, il n'y a jamais eu de blessés ou de morts, mais ils sentent bien, pour certains, qu'ils ne sont plus les bienvenus. Et je vous dis ça, et ça dépend vraiment d'un joueur à l'autre, parce que Rachid Mekloufi va rester en France et même finir sa carrière à Bastia jusqu'en 1972. Donc ça dépend du niveau sportif, du palmarès, de l'aura, etc. Et il y a certaines tensions, surtout en 62, 63, 64. Et donc des joueurs vont mettre fin à leur carrière et vont revenir racheter leur contrat pour revenir en Algérie où ils savent que leurs conditions de vie seront sans doute meilleures et où ils pourront mieux préparer leur reconversion professionnelle. D'accord, carrément. Alors tu dis aussi que petit à petit la sélection nationale algérienne cette fois, donc l'équipe, je ne sais pas si on appelle déjà l'équipe des Fennecs à cette époque. Je pense pas, non, pas encore. Bon, en tout cas, l'équipe nationale algérienne va servir de trait d'union entre ces joueurs qui grandissent de part et d'autre de la Méditerranée, entre les joueurs qui ont été éduqués en France et ceux qui ont été formés au pays. Comment ça se passe l'intégration de l'équipe nationale algérienne quand on est sur la rive sud ou nord de la Méditerranée Quand on est plutôt sur la rive nord, quand on a grandi dans les banlieues des grandes villes françaises, qu'on est passé par les centres de formation français, qui progressivement existe à partir de 1973 et donc on voit un niveau sportif qui monte, ça ne se passe pas forcément bien. Alors en 1982, peut-être que certaines ou certains auditeurs, auditrices se souviennent du parcours de l'Algérie en Coupe du Monde 82, en fait les 40 ans où l'Algérie avait battu l'Allemagne de l'Ouest, redoutable, championne d'Europe, double championne d'Europe et championne du monde il me semble également. Et
En fait, c'est aléatoire. En fait, c'est aléatoire, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a des tensions qui vont ressurgir assez vite, notamment la Coupe du Monde 86, entre d'un côté les pros, les professionnels, les immigrés si vous voulez, et les joueurs locaux. Il y a de telles tensions que ça pourrait expliquer les contre-performances de l'équipe d'Algérie. Alors voilà, ça s'insulte de balcon en balcon, ça ne se reconnaît pas. Et en fait, c'est symptomatique d'une équipe nationale qui incarne une Algérie qui a de plus en plus de mal à incarner une nation, en fait. Qui a une nation algérienne, un combat qui s'est aussi fait dans l'immigration et pas que dans les maquis. Un combat... ça renvoie aussi pas mal aux travaux d'Abdelmalek Sayad, le grand sociologue algérien, quoi, sur la double domination, la double absence, la sensation de n'être jamais à sa place, ni en France, ni en Algérie. Et tout ça, ces joueurs, en fait, me l'ont raconté. Alors aujourd'hui, le rapport de force a complètement changé depuis 2014, ou depuis 2010, je rappelle, je crois que 2014, il y a eu plus de 80% des joueurs de l'équipe nationale qui ont été à la Coupe du Monde au Brésil, qui étaient nés ou qui avaient grandi en France. Donc les joueurs locaux, en gros, ont perdu le pouvoir, d'autant plus que maintenant l'entraîneur, Djamel Belmadi, depuis 4 ans, est né à Champigny-sur-Marne. Donc en fait, on est en train de dépasser cette problématique de locaux pro, d'autant plus que les joueurs ne jouent plus simplement dans l'ex-métropole en France, mais jouent dans un univers mondialisé en fait. Mahrez, mais pas que Mahrez. En fait, ils jouent en Turquie, donc ils sont en train de dépasser aussi ce clivage. En 2019, ça a aussi la victoire à la CAN 2019 était quand même concomitante à un grand espoir de c'était le Irak, où on a vu en fait une jeunesse qui sortait dans la rue, mais on ne savait plus, une jeunesse pacifique, mixte, etc., avec des drapeaux, fiers de son pays. Ça, c'était une réappropriation et on ne savait plus si ils manifestaient encore pour le Irak ou c'était uniquement pour la finale. En fait, tout se mélangeait en fait. Et ça donnait de la force aussi et de la légitimité aussi aux joueurs qu'on appelle les immigrés, à ceux qui ont grandi en Europe et qui jouent en Europe. Sachant qu'en plus en Algérie, il y a une longue tradition des stades comme lieu d'expression de la contestation sociale et politique. Voilà, et cette tradition, elle existe. Donc déjà, j'en ai parlé avant 62, quand il y avait le foyer du nationalisme algérien s'exprimait dans les stades. On en a parlé quand on a parlé de la violence. Mais oui, il y a eu dès 1960 des revendications, notamment en Kabylie, donc du régionalisme, du localisme. Il y a eu je pourrais vous parler de la décennie noire aussi, comment le foot a été plus ou moins à la fois interdit par le groupe islamique armé, mais en même temps les stades utilisés où on fait des énormes meetings. Vous voyez sur YouTube des vidéos incroyables où il y a 100 000 personnes avec Abbassi Madani, le leader du FIS, du Front islamique du salut. Donc c'est toujours très ambigu. Et ça a été tellement ambigu à un moment qu'en 1977, sur le modèle, alors là tout à l'heure pour revenir à ta question sur la nationalisation du football, en 1977, voyant qu'il y avait après une finale de Coupe d'Algérie où le président Boumedienne en personne s'est fait insulter, etc., s'est fait huer, fallait pas rigoler. En 77, il va y avoir ce qu'on appelle une réforme, c'est très simple, la réforme du football algérien qui va durer jusqu'en 89, jusqu'au moment où les caisses commencent vraiment à être vides, où en fait tous les clubs vont disparaître, les clubs civils vont disparaître et vont être associés désormais à des entreprises nationales. Donc je vous donne un exemple, le club qui s'appelle l'USM Alger va être associé à l'entreprise de lumière, d'électricité, comme EDF. La JSK ne s'appelle plus la jeunesse sportive de Kabylie, mais s'appelle la jeunesse électronique de Tizi Ouzou. Vous voyez, donc on essaye de tuer tous les symboles, les marqueurs, les identités en fait, les maillots changent de couleur, etc. Mais ça donne un avantage pour les joueurs et ça peut expliquer aussi leur très bonne performance notamment lors de la Coupe du Monde 82 et lors des Coupes d'Afrique des Nations. C'est que les joueurs deviennent d'un seul coup des petits fonctionnaires. Quand on parle de nationalisation du football, c'est plus des joueurs qui galèrent pour être payés, etc., par des généraux qui président les clubs. Là, ils ont une grille salariale. En fonction de leur diplôme, ils touchent un peu plus. Et puis, on commence déjà à préparer leur reconversion. Voilà la nationalisation du football. Et donc, ça a duré une petite quinzaine d'années. Le niveau du football algérien s'est élevé jusqu'au moment où la décennie noire a plus de 100 000 morts, à tout arrêter en fait, à arrêter cette dynamique qu'on associe aussi à une génération qui est vieillissante et qui va commencer à prendre sa retraite.
pensez aux grands joueurs algériens, Madjer, Assad, etc. Alors si on revient en France cette fois, et si on se rapproche du temps présent, si on fait un peu d'histoire du temps présent, on pourrait dire qu'à partir des années 90 commencent à apparaître les obsessions identitaires en France autour de la question des binationaux. Donc on a notamment, je crois que tu as beaucoup travaillé sur la polémique, sur la Marseillaise qui est sifflée par les supporters des Fennecs en 2001 au Stade de France. Et bon, c'est quand même une ère dans laquelle on est toujours, parce que si on pense au déchaînement je ne sais pas comment qualifier ça, de passion, mais à la fois de haine autour sur le retournement ou pas de Fekir, est-ce qu'il va jouer pour l'équipe de France, l'équipe d'Algérie, etc. Voilà. Est-ce que tu peux dire un mot là-dessus, sachant que depuis quelques années, on a quand même une tendance qui s'affirme, qui est une attirance durable des footballeurs algériens qui évoluent en France pour la sélection d'Algérie. On a quand même un mouvement de footballeurs nés en France, qui jouent dans les clubs français et qui n'hésitent plus du tout à aller porter le maillot de la sélection algérienne. Ouais, alors c'est très intéressant parce que, en fait, c'est pareil, moi je me suis beaucoup intéressé à ce choix des binationaux, ce choix sportif, mais pas que, en fait, qui renvoie aussi pas mal à quand on rejoint l'équipe d'Algérie, surtout après 62, 70, dans les années 80, c'est aussi pour incarner ce rêve de revanche sociale des parents qui ont fui le pays. C'est incarner ce rêve de réussite sociale, naturellement. Aujourd'hui, l'équipe d'Algérie, elle est très attractive parce qu'elle est dirigée par un grand entraîneur. Elle a été capée, elle a failli faire la Coupe du Monde 2022. Elle a eu la CAN 2019, il y a déjà beaucoup de joueurs européens. On sait en tant qu'immigrés qu'on ne sera pas victime de racisme de la part de joueurs locaux, puisque je l'ai dit, les pros, ou de polémistes, éditorialistes à la Finkielkraut. Mais ces polémistes arriveront dès que la dynamique de réussite va s'arrêter. Sur les coupes de cheveux, sur les tatouages de ces joueurs, sur le fait qu'ils ne parlent pas bien arabe, qu'ils aient un rapport à la religion fluctuant. On voit bien comment le football est toujours utilisé comme un marqueur national et instrumentalisé politiquement, de tous bords d'ailleurs, et pas simplement dans les dictatures. Et alors pour revenir sur ce choix, Fekir, Fekir, moi en France, les Français, ils se sont pas, les Français, ces polémiques sont venues plus des Français d'origine algérienne. Il y a eu ça, le cas aussi avec Aouar. Mais aujourd'hui, les critères sportifs ont repris le dessus. C'est-à-dire que maintenant, les joueurs sont cyniques en fait. Ouais, ils ont raison quelque part, ils sont égoïstes. Et qu'est-ce que ça peut m'amener de jouer en équipe d'Algérie? Est-ce que je suis appelé en équipe de France? Oui et non. C'est d'abord leur priorité. Beaucoup de joueurs dans les années 80 ont joué en équipe de France junior, mais comme ils n'ont pas été pris en équipe de France A, avec la génération Platini, la génération Deschamps, Zidane, etc., où les gars sont restés en place pendant 15 ans, il n'y avait pas de place, il n'y avait pas de poste. Donc qu'est-ce qu'on fait? Les critères sportifs sont revenus sur le devant de la scène. Aujourd'hui, je pense que les joueurs s'interrogent moins sur la famille, la trahison, etc. D'autant plus que maintenant, ils n'ont plus seulement un choix à faire entre deux pays. Aujourd'hui, vous regardez, hier, j'ai répondu à une interview à 3-4 jours, on m'a parlé de Michael Onis, qui doit choisir entre la France, l'Algérie et 2 autres pays. Là, il y avait un joueur qui est du nord de la France qui s'appelle, je crois que c'est Ahmed Touba ou Reda Rabey, il devait choisir, il y a une polémique, France, Belgique ou Algérie. Donc voilà, on est vraiment dans un marché qui est devenu complètement mondialisé. Mais à l'époque, dans les années 80, moi je me suis beaucoup intéressé, alors je ne sais pas si vos auditeurs connaissent, ou dans la salle, c'était l'amicale des Algériens en Europe, l'AAE. Alors moi je ne connaissais pas du tout. L'AAE, c'était après 62, l'AAE, l'amicale des Algériens en Europe, est issue de la dissolution de la Fédération de France du FLN. C'est tout simplement un organe de contrôle de l'immigration algérienne en France. Contrôle de harkis, contrôle de l'immigration. Et si vous avez des amis algériens, si vous parlez avec leurs parents, attention, il ne fallait pas rigoler avec l'AAE. Tous les ans, on venait taper à leur porte, chez eux, et il fallait payer la cotise. Obligatoire. Si vous ne payez pas la cotise, donc c'était lié au consulat, etc., on vous menaçait de vous prendre vos terres, votre maison là-bas, comme en Algérie, etc., donc à Billy, etc. Donc l'AAE, très vite,
avec un objectif, c'était, alors ça c'est intéressant aussi, comment comprendre le fait que des Français d'origine algérienne ne se sentent pas intégrés, c'est que l'AAE, durablement, jusqu'en 89 en gros, a milité pour que les Français d'origine algérienne ne s'intègrent jamais au pays dans lequel ils sont nés. Il fallait toujours maintenir ce lien avec le pays des origines, d'accord? Donc en faisant des stages, en faisant des tournées, des stages culturels, des stages sportifs, etc., des tournées dans le pays, en Algérie, etc. Et l'amicale va très vite comprendre que pour attirer des jeunes voilà, de banlieue, de Paris, etc., de Marseille, il fallait organiser des stages de sport. Des jeunes de 15 ans, des mixtes, hein, pas mixtes, mais pour garçons et filles, etc. Et à un moment, on va se dire, mais non, mais il faut aller un peu plus loin. On va créer une sélection un peu plus de haut niveau. On va créer une équipe de footballeurs, en fait, de footballeurs d'origine algérienne, de Français d'origine algérienne, mais qui jouent déjà dans des clubs qui sont déjà très bons. On va l'appeler la sélection des immigrés. Et cette sélection des immigrés dont je parle dans le livre, elle va faire des tournées en fait en Algérie. Des tournées, on va visiter des complexes industriels, touristiques, gaziers, etc. Il y a des jeunes de banlieue, je les cite, qui jouent en seconde division ou en première division, à Lyon, à Marseille, à Paris, qui vont découvrir l'Algérie via l'amicale des Algériens en Europe, via la sélection de l'amicale, la sélection des immigrés. Et moi, j'ai eu la chance, c'est que j'ai rencontré le gars qui avait géré pendant des années cette sélection de l'amicale. Cette sélection de l'amicale, elle a constitué une forme de filière sportive. Pourquoi? Parce que quand ces jeunes se retrouvaient en Algérie à faire des matchs humanitaires, des matchs de gala en fait, là-bas, bah, naturellement, ils étaient vus par l'équipe nationale algérienne, mais la vraie. Et on leur disait, tu veux pas venir faire un essai, etc. Et donc ça, c'est très puissant parce que l'amicale avait beaucoup de moyens puisqu'elle était liée au consulat, à l'État FLN. Et donc, il n'y avait pas de problème d'argent, en fait, si vous voulez. Et donc, il y a plein de joueurs qui sont d'abord passés par la sélection des beurs, puis qui sont passés par la sélection des beurs, ça c'est un nom. Ouais, c'est la sélection des beurs, ouais, la sélection des immigrés. Et moi, tu parlais d'archives tout à l'heure. J'ai retrouvé en fait tout ça, toute cette histoire, au Centre culturel algérien de Paris, où sont conservés, à défaut d'archives, mais en tout cas la presse de l'amicale des Algériens en Europe pendant 30 ans. Et donc j'ai repéré tout ce qu'il y avait dans le sport. Et donc ils avaient un journaliste qui les suivait, plusieurs journalistes, il y avait plein d'articles. Et donc le but c'était, le titre des articles c'était comprendre l'immigré, c'est un exemple. Ou favoriser le retour au pays. Parce alors ces joueurs n'avaient pas vraiment du tout comme objectif de venir s'installer en Algérie, peut-être éventuellement représenter ce pays, mais donc ils ont contribué à ce mythe du retour, qui a été, et là c'est un historien qui est à Nice qui l'a bien montré, qui s'appelle Jean-Charles Scagnetti, je ne sais pas si, voilà, Jean-Charles Scagnetti, qui avait fait une thèse avec Ralph Shore et Yvan Gasto, qui a bien montré comment ce mythe du retour favorisé par l'Algérie dans les années 70 a été globalement un échec. Vous savez, on réservait pour les parents, les ouvriers, des places dans les usines en Algérie. On leur réservait des logements. Et en fait, ça a été super mal pris par la population locale parce qu'elle voyait des gens qui revenaient avec des appartes, avec des maisons, des boulots. Et surtout pour ces anciens immigrés qui étaient là depuis 10-15 ans en France avec leurs femmes et revenir dans l'Algérie de Ouari Boumedienne, ça a été très compliqué, surtout pour les enfants. Et donc parfois, ils sont revenus ensuite en métropole. Voilà. Bonjour. Alors on arrive un peu j'ai un peu épuisé ce que j'avais prévu de te faire dire. Juste pour peut-être conclure sur la fonction un peu miroir du football dans l'imaginaire national, que ce soit en France ou en Algérie. On voit aujourd'hui encore autour de ces obsessions autour de la question des binationaux, on voit que si on prend l'objet de l'équipe de France, on voit que l'équipe de France joue un rôle de médiateur aussi entre les différentes communautés de ce pays, qui identifie et qui envoie une image de la nation française, y compris grâce à la médiatisation du football. Et donc du coup, tu écris que dès lors, l'histoire des sportifs immigrés donne des enseignements sur les mécanismes d'intégration et d'exclusion. Quel diagnostic tu ferais sur là où on en est aujourd'hui, sur ces questions d'appartenance nationale,
je sais pas moi, de doutes, d'accusations de trahison larvée aussi, faites à l'encontre de joueurs comme Karim Benzema qui chanterait pas la Marseillaise. Enfin, j'ai l'impression quand même que ça prend énormément de place. C'est clair. Alors, il y a eu en plus Karim Benzema qui, là, avant son retour en grâce, retour inattendu, retour exceptionnel. Franchement, qui ici dans cette salle s'y attendrait? Qui s'oppose au Ballon d'Or de Karim Benzema? Non, personne. Et on voit bien que on voit bien qu'il y a eu l'affaire des quotas en 2010, il y a eu toutes ces problématiques en fait religieuses ont été progressivement mises de côté par Didier Deschamps, qui est le sélectionneur depuis 10 ans quand même. 10 ans, c'est énorme aussi. Ces problématiques religieuses sont réapparues. En fait, jusqu'à présent, moi c'est comme ça que je vois tout ce qui concerne l'équipe de France, on l'abordait sous un angle social. On n'a jamais vu Zidane revendiquer quoi que ce soit en équipe de France avec ses copains Deschamps, Dugarry, etc. Depuis les années 2000, il y a eu une montée. Alors, je ne sais pas si on parle de communautarisme, je n'en suis pas sûr parce que même s'il y a quelques indications parfois dans les centres de formation, etc., où là, il y a toutes les nationalités, toutes les origines, les religions qui se rencontrent. En tout cas, il y a eu un retour du religieux indéniable dans les années 2000-2010 qui a été complètement écarté. Il y a eu aussi, je pense, si on pense aux polémiques, Benzema en 2015-2016, au moment de la création de votre association, très dur vis-à-vis de Benzema, qui ne chanterait pas la Marseillaise, qui aurait craché, etc. Et en fait, on leur remet qui viennent de rien, et puis qui s'alimentent aussi du climat islamophobe qui monte en France. Bien sûr. Le début des années 2000. Oui, tout à fait. Elles viennent bien d'un courant. Elles viennent bien de voix en France. Elles viennent pas de rien, mais en tout cas, elles alimentent ce courant, cette ambiance, cette fachosphère aussi qui existe. Et alors, ce retour du religieux, tu peux revenir juste sur ta question, s'il te plaît, sur la question de ce que ça dit, de l'image, le football comme miroir de la nation française et de ce que ça dit et de ce que disent un peu les polémiques à n'en plus finir sur les. Il reste quand même le malaise, quoi. Le malaise, c'est qu'il ne faut pas se voiler la face, c'est l'islam. Dans les années 50, l'intégration, la France qui gagne, c'est Raymond Coppa, polonais. Dans les années 70-80, c'est Michel Platini, l'italien. 2000, c'est Zidane, d'origine algérienne. Même si ces trois joueurs-là sont nés en France. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que c'est un équilibre très fragile. Ça dit que des polémiques pourraient ressurgir à tout moment avec encore Marine Le Pen au deuxième tour. Donc ça exprime aussi une partie de la France qui reste d'extrême droite. Ça dit aussi... Même le déni sur la guerre d'Algérie qui continue aussi. Le déni sur la guerre d'Algérie, on en parle quand même très peu. Ça dit qu'il peut y avoir quand même malgré tout que les choses peuvent changer. Alors, je suis assez ambivalent par rapport à cette réponse. Des fois, je me dis, le match France-Algérie, s'il se rejoue au Stade de France, ça pourrait être pareil. Ouais, et en même temps, là, c'est très concret. En même temps, quand les Bastiais jouent au Stade de France, il siffle aussi la Marseillaise. Quand il y a un France-Portugal, il y a eu aussi la Marseillaise qui était... Mais là, les journalistes ne relèvent pas. En fait, c'est la question aussi de la fabrique d'un problème, la mise en exergue du spectre... d'un spectre musulman qui serait, donc climat islamophobe actuel, qui serait une espèce de cinquième colonne, je ne sais pas, mais parce que en fait les polémiques elles sont fabriquées médiatiquement, on fabrique un islam imaginaire qui serait menaçant pour la nation française. Tout à fait. Et sur cette fabrique, c'est toujours le spectre de la trahison en fait. Cette manifestation, l'envahissement de terrain, qu'il n'y a pas eu de dégâts à part une rame de RER saccagée, mais il n'y avait pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés. C'est aussi l'expression d'un malaise d'une jeunesse. D'une jeunesse qui dit reconnaissez-nous, mais qui ne dit pas simplement à la France en fait, qui le dit aussi à l'Algérie. Donc là, ça renvoie aux travaux de Sayag. On en a marre d'être traité forcément d'immigrés. Quelle est notre place? Et là, le football n'est certainement pas la seule réponse possible. Il y a le travail, il y a les projets, il y a l'entrepreneuriat, etc. Mais malgré tout, ce qui s'est passé quand même avec l'euro, le dernier euro, avec le retour de Benzema, il n'y a jamais eu autant de maillots de l'équipe de France vendus. Ça montre qu'il y a certains joueurs qui peuvent être, des joueurs catalyseurs, vecteurs, des joueurs de, je dirais pas frontières, mais des joueurs, j'avais cette expression,
fédérateurs en fait, qui peuvent permettre aux deux communautés de s'y retrouver. Malgré tout, je reviens sur ce que tu dis, le malaise algérien, entre guillemets, le malaise, en fait, c'est tout ce que ça renvoie en dénotation, en connotation également, Algérie, jeunesse, banlieue, islam maintenant, qu'on ne voyait pas il y a 30 ans, peut-être moins, avant Creil 89, on le sent toujours. Et en fait, le football peut-être, je dis bien peut-être, fédérer, atténuer, faire diminuer ce sentiment d'exclusion, faire augmenter ce sentiment d'intégration, donner des bases communes, mais ce n'est certainement pas la réponse unique, mais qui a pourtant été privilégiée dès les années 80 avec la politique de la ville, où on voit que voilà, ça a été un dispositif majeur d'intégration, enfin en tout cas le sport, mais on voit que ça a complètement ses limites. Match France-Algérie, France-Tunisie c'est pareil, la Marseillaise sifflée, France-Maroc pareil. Il y a donc un inconscient colonial en fait qui persiste en France avec tout son imaginaire, tous ses clichés, toutes ses représentations, tous ces malentendus et toute cette histoire en fait qui finalement passe peu, qui ne passe pas, liée à des. Moi je pense que voilà, il y a des lobbies de mémoire. Moi je suis un proche de l'historien algérien, peut-être que vous en avez entendu parler, qui s'appelle Amar Mouandamer, qui est en gros le seul en Algérie qui a pris la parole pour dire on a un problème d'accès aux archives dans le monde. On ne peut pas travailler en fait. On peut pas travailler. Non, mais non, même les archives algériennes, on peut même pas y accéder en fait. Après, il y a aussi cette partie des archives rapatriées et des historiens algériens qui sont soumis à la politique des visas quand ils veulent venir. Non, mais c'est pas que quand ils veulent venir en métropole, c'est qu'en Algérie, ils peuvent pas bosser en fait. Parce qu'on leur ouvre pas les archives et en plus de ça, eux-mêmes sont confrontés à l'existence de gros lobbies mémoriels en Algérie, avec des gens qui vont aussi refaire de la politique avec l'histoire, qui vont refaire l'histoire, qui vont donner une importance à certaines personnes, d'autres à d'autres, etc. Et donc c'est compliqué de faire de l'histoire en Algérie. C'est compliqué quand on est algérien de venir pour avoir les visas, même si il y arrive pour venir à Aix-en-Provence, etc. Et en France, de l'autre côté, on a des forces liées à des forces différentes, liées aussi à des lobbies mémoriels, qui s'opposent et qui ne se parlent pas. D'où l'intérêt du rapport Stora. Vous avez d'un côté les rapatriés du cercle algérianiste, les rapatriés qui sont ouverts à un dialogue. Je pense à l'association Coup de Soleil. Il y en a pour qui la pilule n'est toujours pas passée. Vous avez les harkis, une mémoire complètement oubliée, négligée. Dans mon livre, il y a des exemples il y a des parcours de vie de joueurs qui sont des enfants de harkis. Il y a les immigrés, il y a voilà, donc c'est une concurrence. En fait, j'arrive pas à dire autre chose qu'on disait il y a 15 ans. C'est la concurrence des mémoires, la concurrence victimaire, voilà. Merci. Le livre s'appelle Le football des immigrés, France-Algérie, l'histoire en partage. Il est publié dans la collection Culture sportive des presses universitaires d'Artois. Artois Presse Université, on dit. Artois Presse Université, ouais. Voilà. Merci beaucoup encore. Merci.